Je peux commencer? Oui, oui. Bon, je vous laisse vous présenter parce que oui. je n'ai pas Mathilde non plus. Alors, je suis Odile Petit, je suis directrice de recherche au CNRS à Strasbourg. Et en effet, je travaille avec Mathilde Valenchon, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a fini son contrat chez nous. Et elle est actuellement à Bristol, dans un laboratoire qui travaille sur le bien-être animal. Et elle va s'intéresser aux problèmes du bien-être animal pour des chevaux de course. Donc on lui souhaite bonne chance. Voilà. Mais je vais vous faire une présentation sur l'ensemble de nos travaux des 5 dernières années. Vous y verrez peut-être pas vraiment d'application, mais vous apprendrez peut-être aussi des choses sur le comportement du cheval au naturel. Donc la question est, est-ce que des leaders charismatiques existent chez les chevaux ? Vous savez, les chevaux vivent en groupe et quand on est dans un groupe social, en fait, on n'a pas forcément les mêmes besoins que les autres membres du groupe puisqu'on n'a pas forcément le même âge, on n'a pas forcément le même sexe, on n'a pas forcément le même tempérament, le même statut reproducteur, enfin, il y a beaucoup de différences. Et ces différences, en fin de compte, elles créent des conflits d'intérêts entre les individus au sein du groupe. Et un groupe social, pour pouvoir bénéficier des avantages de la vie sociale, c'est-à-dire souvent meilleure recherche de nourriture, éviter les prédateurs, il faut qu'il reste cohésif. Et quand vous allez avoir un déplacement collectif, ce qui est absolument indispensable dans la vie de tous les jours, les animaux ils vont passer d'une pâture à une autre, ils vont partir d'un pommier pour aller boire, etc. Ben, la cohésion est très importante à ce moment-là, mais ce mouvement, cette prise de décision, elle va mettre en danger la cohésion du groupe. Donc il va falloir atteindre un consensus collectivement, c'est-à-dire faire un compromis entre ses propres besoins et la cohésion du groupe. Et donc vraiment le moment des déplacements collectifs, où on doit choisir du moment du déplacement et de la direction du déplacement, parce que vous pouvez être d'accord sur le moment, mais pas avoir envie d'aller au même endroit. Du coup, ça va être ça va être un gros challenge pour les animaux. Donc, une des solutions, celle qu'on pense qui est adoptée par les animaux, c'est qu'on ait du leadership, comme on voit ici chez des mandrills, où finalement on aurait un individu qui proposerait de se déplacer, tout le monde le suivrait. Donc le leadership serait une histoire évolutive très très ancienne, hein, même chez l'humain, qui est qu'en fin de compte, ça surviendrait dans les situations justement des déplacements collectifs, mais aussi des conflits à l'intérieur du groupe. Vous avez un individu qui apaise les autres, qui fait cesser les conflits, ou dans les conflits entre les groupes, où vous avez des individus qui vont finir par s'éviter, ou en tout cas décider qu'un groupe gagne et ou l'autre pas. Alors là, ça ne veut plus bouger. Voilà. Donc, quand on s'intéresse au leadership, on va s'intéresser finalement au succès de l'initiateur. Parce que qu'est-ce qu'on voit, nous, observateurs humains? On voit un individu qui part et pour nous, c'est le leader. Oui, mais si votre individu part tout seul, ben en fait, c'est pas un leader. Pas de suiveur, pas de leader. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très négligé dans la littérature. On est toujours du point de vue de l'initiateur et on ne se met jamais du point de vue des suiveurs. Et c'est ça c'est cette recherche que nous avons menée, Mathilde et moi, pendant plus de 4 ans. Donc, ce qu'on peut voir... Alors, moi, j'ai travaillé sur les déplacements collectifs chez de nombreuses espèces, beaucoup d'espèces de primates et aussi des canards. Et donc des chevaux. Et donc ici, je vous montre un résultat chez les primates, mais on a à peu près la même chose chez les chevaux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, alors je suis désolée, je n'ai pas de pointeur, mais j'essaie de vous expliquer, on a un nombre d'individus qui bougent en bas en abscisse. Et en fait, vous avez un individu qui est ici, et puis il va y avoir une probabilité qu'il soit suivi, et puis une probabilité pour lui, s'il n'est pas assez suivi, de revenir dans le groupe. Parce que vous savez qu'un animal, généralement, un animal social, il est grégaire, il n'a pas très envie de partir tout seul à l'autre bout du monde, donc il va vouloir être suivi. Et en fin de compte, on se rend compte que si jamais l'animal n'est pas assez suivi, ben, il va retourner dans le groupe. Mais si jamais il commence à être suivi, il suffit qu'il ait 2 suiveurs pour partir. Donc on a vraiment une influence immédiate des suiveurs sur la décision de l'initiateur d'y aller, de continuer, de poursuivre ou pas. Donc ça, on l'a également chez de nombreuses espèces. Après, ce qui est important, puisqu'on veut essayer de déterminer si des individus sont leaders dans un groupe, c'est de voir, mais qui? Donc, on s'intéresse au paramètre le plus évident, la dominance. Donc ici, vous avez un résultat chez les primates qui est
dans certaines espèces, comme en bas, plus on est, vous avez les individus en bas, et vous avez le nombre moyen de suiveurs, c'est-à-dire plus... Alors, oui, pardon, j'ai oublié de vous dire. Le succès d'un initiateur, on a différentes manières de le mesurer. Soit c'est le nombre de suiveurs, soit c'est à quel point vous arrivez à faire adhérer un groupe rapidement, ou l'ensemble du groupe. Donc ça, c'est des valeurs qui diffèrent en fonction des groupes que vous avez. Il faut savoir que chez les chevaux, quasiment tout le monde suit. Donc à ce moment-là, ça va être la vitesse d'adhésion qu'on va prendre comme indice du succès. Donc ici, on est sur le nombre de suiveurs en ordonnée. Eh bien, vous voyez que si les animaux sont classés du plus dominant au plus dominé, chez une espèce qui s'appelle le macaque rhésus, en bas à droite, en fin de compte, c'est les plus dominants qui vont avoir le plus de suiveurs. Mais vous voyez que ce n'est pas universel, puisque dans le groupe du dessus, que vous soyez dominant ou dominé, vous avez à peu près la même chance d'avoir un nombre important de suiveurs. Donc la dominance, ce n'est pas forcément la clé du succès. On a fait ça chez une autre espèce. Ici, vous avez les individus en bas, toujours classés du plus dominant au plus dominé, et vous avez le nombre de fois où ils ont tenté en jaune d'initier un déplacement collectif, et en gris, le nombre de fois où ça n'a pas marché. Mais vous voyez, pour tout le monde, ça ne marche pas, des fois, même chez les dominants. Donc, voilà, l'impact de la dominance sur le succès, et donc sur le fait d'être un leader, n'est pas forcément évidente. Alors, on vous l'a déjà dit avec Mathilde à d'autres occasions, la dominance, ce n'est pas les seules relations sociales que vont entretenir des individus dans un groupe social. Ce qui est très important, c'est leurs relations affines, c'est-à-dire leurs bonnes relations, s'ils ont beaucoup de partenaires ou peu de partenaires. Et en éthologie, on a un indice pour mesurer ça, c'est le nombre d'individus auxquels vous êtes connectés et la force des liens que vous avez avec ces individus. Et ça vous donne la centralité sociale. À quel point je suis centrale dans mon groupe socialement, pas spatialement, ce n'est pas la même chose. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la eigenvector centralité. Retenez la centralité, il n'y a pas besoin. Ici, on a des résultats sur à quel point on adhère rapidement à une proposition de déplacement et on a cette latence. Donc plus une latence est courte, plus c'est du succès. Ça veut dire que ce qui est efficace dans ce schéma, c'est que vous soyez en bas de l'ordonnée, c'est-à-dire plutôt vers 100 secondes que sur 900 secondes. Et donc, ce qu'on peut voir en fonction des moins centraux vers les plus centraux, eh bien, c'est que plus vous êtes central, plus vous allez avoir une adhésion rapide. C'est assez facile à comprendre. Vous avez beaucoup d'amis, vous êtes un groupe social. Dans ce groupe-là, vous décidez de partir et vous avez plein d'amis. Vous avez une assez bonne chance d'entraîner l'adhésion rapide de tout le monde. En revanche, si vous connaissez personne et que vous partez, ça va peut-être moins marcher. Donc c'est exactement pareil dans les groupes animaux. Et là, quelle que soit l'espèce, on a ce résultat. Et on l'a aussi sur le nombre de suiveurs. Plus vous avez de connexions dans votre groupe social, plus vous êtes suivi. Et on l'a trouvé aussi chez des lémuriens. Donc, je vais en arriver aux chevaux. En fin de compte, qu'est-ce qui va faire qu'on est un bon leader? Donc, votre animal, il est constitué, il n'est pas juste soit un dominant, soit un dominé, soit un individu central, soit pas un individu central. Il a un tempérament particulier, il a des liens de parenté. Votre individu, en fait, c'est tout ça. Ce n'est pas des bouts de chaque chose. Et souvent, on teste les choses différemment. Donc, voilà à peu près les paramètres dont on sait qu'ils influencent le comportement et les relations sociales dans un groupe. Et donc, nous, on a décidé d'appeler tout ça le crédit social d'un individu, c'est-à-dire à quel point on va faire confiance, on va suivre cet individu parce qu'on lui attribue beaucoup de crédit. C'est à peu près ce que vous faites quand vous faites confiance à un individu. Donc, cette confiance, c'est ça que nous allons tenter d'évaluer chez les suiveurs. C'est est-ce qu'il y a quelque chose dans le leader qui fait que les suiveurs vont lui faire confiance pour l'emmener à un endroit particulier. Parce que dans nos pâtures, ce n'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup de risques, mais rappelez-vous que le comportement qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat d'une évolution. Et donc, avoir un leader qui vous amène dans une mauvaise destination, à un endroit, par exemple, où il n'y a plus d'eau, c'est dangereux. Écologiquement, c'est dangereux pour le groupe. Donc, en fin de compte, avoir une bonne information, un leader fiable, c'est quelque chose d'extrêmement important dans un groupe social. Donc, on s'est posé la question, voilà, est-ce qu'un leader, c'est un individu
auquel on va faire plus confiance qu'à un autre. Donc, on a travaillé sur des groupes stables dans un élevage en Alsace. C'était que des femelles et l'environnement était hétérogène avec pas mal de haies qui séparaient les individus. On a 3 groupes, beaucoup de chance le même nombre, ce qui va nous faciliter les comparaisons. Et vous voyez d'âges diversifiés et de races diversifiées. Donc notre hétérogénéité du groupe, je vous rassure, nous l'avons. Donc pour chaque groupe et pour chaque individu, nous possédons toutes ces informations. On a fait des observations spontanées, on connaît leurs relations de dominance. On a fait des scans toutes les 15 minutes, on sait qui est ami avec qui. On a leur papier et on a fait des tests de tempérament simplifiés. Il se trouve que nos individus sont quasiment tous non apparentés, à part 2 femelles qui sont mères et filles, et donc on peut considérer que ces 2 valeurs peuvent toutes être mises en fait sous le vocable de centralité, c'est-à-dire une bonne relation sociale. Et on a fait 2 types d'observations, enfin on a 2 types de déplacements pour répondre à notre question. Des initiations spontanées, qu'est-ce qu'on fait? On se met devant nos animaux pendant de nombreuses heures et quand un individu s'éloigne de 20 pas du groupe, on estime que c'est une initiation et s'il est suivi par un suiveur dans la même direction, eh bien, on considère que c'est un suiveur et on évalue, finalement, on mesure le moment où chacun des suiveurs va adhérer au déplacement et la latence totale et également le nombre de suiveurs. Et puis, à un moment, quand vous voulez vraiment comprendre les phénomènes et poser la question à l'animal, vous l'avez vu dans les présentations précédentes, il faut poser la question à l'animal de manière expérimentale. Donc, on a provoqué des initiations, ce qui nous a permis finalement, dans un groupe social, quand il va y avoir un déplacement, vous ne savez jamais ce qui s'est passé avant. J'ai montré dans d'autres travaux que ce qui se passe avant, c'est important. Ça peut être un moment d'intense négociation entre les individus où j'essaye d'influencer l'un, l'autre, etc. Et donc, pour poser la question, et si vous voulez juste poser la question sur le leader, il fallait se débarrasser de cette partie pré-départ. Et à partir de ce moment-là, vous contrôlez l'identité de l'initiateur et le moment où vous allez le faire démarrer. Donc vous êtes vraiment dans un cas très pur où vous pouvez contrôler tous ces paramètres. Donc si on regarde le spontané, vous avez ici à droite, en fonction de la couleur, l'échec d'un individu quand il a initié un déplacement collectif, et puis à quel point il a du succès dans ses déplacements collectifs. Donc vous avez tous vos individus qui sont classés de gauche à droite et vous avez, en fin de compte, cette fréquence de suiveurs. Donc vous voyez en fin de compte quoi? Tout le monde peut initier, c'est ce qu'on appelle le leadership distribué, ce qui est un peu un oxymore, hein, parce que c'est censé être un individu, puis en fait c'est distribué à l'ensemble des membres du groupe. Mais c'est important, c'est parce que pour chaque déplacement, vous pouvez avoir un leader. Mais c'est si on regarde sur un long pas de temps, ce leader n'est pas le même. Alors que, qu'est-ce qu'on a dans notre imaginaire collectif? C'est s'il y a un leader dans un groupe, c'est toujours le même. Non, ce n'est pas toujours le même. Mais par contre, il peut y en avoir un, événement après événement. En revanche, si vous essayez de corréler les caractéristiques individuelles avec cette propension à être leader, eh bien, en fin de compte, on se rend compte que la centralité, plus vous êtes central, plus vous êtes suivi, et plus vous êtes audacieux, plus vous initiez, plus vous êtes suivi. Donc, on a déjà des prémices de qu'est-ce qui pourrait influencer le fait qu'un individu soit considéré comme un bon leader par les membres du groupe. Alors, maintenant, on va poser la question directement aux membres du groupe. Donc, on va donner une information à un individu, le transformer en leader et voir ce que font les autres. Donc, on va prendre nos individus, on les met dans un enclos temporaire, on en prend un, on cache des carottes. Donc les carottes, il y a un petit tas de carottes au milieu, il y a 9 carottes autour pour que tout le monde puisse avoir à manger quand il découvre la récompense. On prend un des membres du groupe, on l'emmène, on distrait les autres avec des pommes pendant ce temps-là. Il arrive à la récompense, donc là, il a le droit d'en manger un petit bout, parce qu'il faut quand même le motiver pour qu'il revienne. On le ramène dans le groupe. L'idée, c'est que les autres ne voient pas dans quelle direction il est parti, sachant qu'on a plein de cachettes dans les pâtures, mais bon, il ne faut vraiment pas qu'ils voient dans quelle direction il est parti. Et puis, on ouvre et on attend de voir s'il est suivi ou pas suivi. Et donc, bien évidemment, nos individus ils diffèrent de plein de caractéristiques sociales et on essaye de corréler le succès à ça. Donc, je vous ai mis une petite vidéo.
C'est en accéléré. Hein. Donc, on sort notre individu informateur, il s'en va. Donc, vous voyez, hein, on a vraiment plein de haies qui facilitent vraiment nos cachettes. Ça, c'est l'autre point de vue. Donc, elle grignote un peu. Donc, c'est Mathilde hein, qui est sur la vidéo. Comme ça, vous la voyez quand même. Bon, elle ne veut pas rentrer parce que quand même, il y a des carottes. Donc, ça ne l'amuse pas trop. Elle repart. Donc, vous imaginez, elle est bien motivée là. On est tranquille, on est sûr qu'elle va rentrer. On la remet. Et là, il faut qu'on enlève tout le plus vite possible. Et bien sûr, elle repart. Et là, elle est suivie. Bon, il y a des fois, il y en a d'autres qui disent « Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe Ah ben non, j'y vais pas, je fais autre chose. » Ah, et puis d'un coup... Voilà. Ouh, mince, ils sont partis. Et donc, le cheval informé arrive à son tas de carottes. Donc, elle mange. Le plus possible, parce qu'elle est un peu dominée. Et bien sûr, la vie étant ce qu'elle est, elle se fait virer. Voilà. Puisqu'il y a les 3 dominantes qui arrivent. Bon, ça se règle pas très bien non plus entre elles, mais bon, voilà. Donc, on est... Et après, vous allez avoir arrivé les retardataires, un peu derrière. Oups. Je vais y arriver. Voilà. Alors, pardon. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on fait ce test et on s'est dit, super, on pose la question aux animaux et puis on va avoir un nombre différentiel de suiveurs par individu. Pas du tout. Tout le monde suivait chaque initiateur. Bon, d'accord. En fait, ils sont motivés par la nourriture, ils sont tous informateurs à un moment. En fait, ils s'en moquent de l'initiateur, c'est juste celui qui va leur donner le top départ et leur dire où il faut aller. Bon, ok, donc on va trouver une autre solution. Donc, deuxième série de tests, on se dit, on va leur mettre 2 initiateurs. On leur pose la question, voilà, un tel, celui-là a telle caractéristique, celui-là a telle caractéristique, lequel vous décidez de choisir. Donc, c'est un peu pareil, c'est juste très compliqué à faire. Parce qu'il faut être 2 au même moment, il y a ceux qui mettent les carottes, après il faut revenir, il faut tenir les autres, etc. Il faut les lâcher, etc. Mais bon, on y arrive quand même, donc voilà, hein, même système. Donc il faut aussi que ce soit toujours le même angle de départ. Donc il faut s'amuser dans le pré à trouver ça. Et après, on compte qui suit qui. Je vous ai mis un petit film parce que c'est quand même plus rigolo quand on a un film. Ah non! Voilà. Donc, vous avez l'arrivée en bas et vous allez avoir le départ. Donc, les 2 individus reviennent. Alors là, on ne les rentrait pas dans le groupe, c'était la panique sinon. Donc, on les met, voilà, en pré-départ et on enlève l'enclos. Donc, il y en a une qui part à droite, l'autre qui part à gauche. Et vous voyez là, dans ce test-là, tout le monde part. Et on va aller voir l'arrivée. Donc, tout le monde décide de suivre l'initiatrice de gauche qui s'appelle Cannelle. Et Daya est partie toute seule de son côté. Donc, elle arrive, vous voyez le secouement de tête, tout ça, etc. Daya arrive, elle est tranquille. Cannelle arrive à son tas. Et voilà tout le monde qui arrive derrière. Oui, on est dans une pâture où en fait il y a une côté de la pâture qui a des voitures. Bon, ça leur pose aucun problème, elles sont habituées. Donc, voilà comment ça se passe. Et après, on est allé voir qui emportait sur le total des tests, pour chaque paire d'individus, qui emportait le plus, le nombre moyen de suiveurs, vous l'avez à gauche. Donc, on a différentes paires, Cannelle-Daya, Cannelle-Norma, Daya-Tac et Norma-Tac. Et ces individus, on peut les comparer en termes de statut social. Donc, en fin de compte, ce qui diffère entre Cannelle et Daya, en fait, elles ont le même âge. Elles ont à peu près de centralité semblable et elles sont à peu près du même rang de dominance. Si vous faites les stats, ça ne sort pas. Ça veut dire qu'en fin de compte, elles sont autant préférées l'une que l'autre selon les tests. Donc après, vous regardez, et alors le cas complètement à droite, c'est Norma et Tac, dominés, assez périphériques socialement et le même âge. Voilà, on n'arrive pas à discriminer, donc du coup, il n'y a pas de différence entre les deux. Et au milieu, vous avez 2 paires. La première paire, Cannelle-Norma. Cannelle est une jeune, celle que vous avez vue partir à gauche dans le test précédent. Norma est une femelle assez âgée et périphérique. Elles ont des centralités totalement opposées. Et là, on choisit l'animal le plus central, qui a le plus de liens sociaux. Et dans l'autre cas, c'est des âges différents.
Daya et Tak sont apparentées, elles sont mère et fille, elles ont à peu près tout de semblable, sauf l'âge. Et là, ça a l'air, en fin de compte, d'être un critère décisionnel. Donc, apparemment, le succès dépendrait quand même d'une différence. Quand il y a une différence, ben là, ça les fait choisir. Mais entre la centralité et l'âge, voilà, on a déjà ces pistes-là. Mais on n'était pas satisfait, on a refait ça dans un second groupe, et puis on n'était pas satisfait des résultats. Donc, je collabore sur ce projet avec un collègue de Dijon qui travaille sur ce qu'on appelle, attention, je vais mettre un gros mot, mais il ne faut pas avoir peur, sur de l'heuristique de priorité. C'est-à-dire, on pense toujours que pour faire un choix, on fait des trucs super compliqués, ouais, je vais penser à ça, et puis après, si j'ai mis à ça, je vais faire ça, etc. Et en fin de compte, ils ont testé ça dans plein d'espèces, et ils se rendent compte que des fois, les animaux, ils choisissent un critère très vague, et puis finalement, ça leur permet de ne pas se tromper dans 70% des cas. Donc pourquoi se casser la tête? Voilà, on fait une économie cognitive en prenant une règle un peu vague. Donc on s'est dit, on va aller chercher si on a une règle qui ne résout pas tout, mais qui nous donnerait finalement la réponse pour nos chevaux. Et là, on s'est dit, dans nos initiations concurrentes, au moment où le premier part, il va choisir l'un ou l'autre des initiateurs, mais celui d'après, on n'est pas sûr que finalement ce soit les initiateurs qui choisissent. Ils pourraient finalement choisir le premier puisqu'ils sont tous liés. Donc on s'est dit, pour être sûr de la réponse, on va prendre la réponse du premier suiveur. Et on a refait les analyses comme ça. Et on a regardé qui emportait le plus souvent l'adhésion du premier suiveur. Et là, quand vous faites ça, il y a 26 décisions sur 32, on n'est pas trop mal, qui sont expliquées par une règle toute bête. Si le plus subordonné est impliqué, je choisis systématiquement l'autre. Et si jamais l'écart de dominance entre les deux n'est pas assez important, alors là, je vais me baser sur la centralité. Super efficace. Parce que les chevaux, ils ont, dans leur groupe social, une représentation parfaite de la hiérarchie de dominance, du réseau de dominance-subordination. Donc pour eux, c'est hyper efficace. Donc voilà. Alors pourquoi on ne retrouve pas forcément ça en spontané, en initiation, etc. C'est parce qu'en fin de compte, il n'y en a qu'un seul d'initiateur. C'est vraiment quand on pose la question qu'on va pouvoir révéler ce genre de choses. Alors bon, on en était là, mais on n'était pas encore très satisfaite. Et donc maintenant, on est passé sur manipuler le crédit social du leader. Alors, on n'en a pas été super sympa. C'est-à-dire qu'en fait, les initiateurs sont tous suivis. On revient aux initiations simples. Et on a décidé à un moment que l'initiateur, finalement, il était plus fiable. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève les carottes. Donc entre le moment où il part, où il est informé, et le moment où il revient, il y a quelqu'un qui va et qui enlève les carottes. Donc pour lui, il y a des carottes. D'ailleurs, on lui en laisse une ou deux pour quand il revient. Mais pour les autres, il n'y a plus de carottes. Donc ça veut dire que vous suivez quelqu'un qui vous dit « Ouais, venez, il y a un super resto ». Alors soit le resto est fermé, soit le resto a été vendu. Bon, et après, l'expérience fait qu'il est mauvais. Bon, mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, c'est un peu ça. Et donc on s'est dit, est-ce que finalement, si on fait ça, les suiveurs vont continuer à faire confiance au leader parce que, en fait, ils lui font toujours confiance. C'est Dieu. Ou, ah ouais, non, là, ça ne va pas me faire rire. Donc, on a fait ça. Alors, est-ce que là, normalement, je pense que j'ai une petite... Non, voilà. Alors, donc, du coup, voilà, pardon, c'est le principe. Hein. Donc, même manip, on enlève ça et on regarde si on a une résistance. C'est ce qu'on appelle l'extinction du comportement et voir si on a une différence. Alors, on a testé. Alors, on a quand même que 6 individus dans le groupe. Donc ça nous a beaucoup limité. Donc on s'est dit, on va prendre des initiateurs qui ont vraiment des grandes différences pour faire ce test d'extinction, pour enlever les carottes. On a pris la plus centrale, la plus dominante. On a pris la plus dominée, la plus périphérique socialement, qu'on a comparé à 2 individus contrôle. Il nous fallait bien des individus contrôle, c'est-à-dire qu'entre un test où on avait enlevé les carottes, on remettait un test où c'était la manip normale, où on n'enlevait pas les carottes pour d'autres, pour bien être sûr que ça n'avait pas de conséquences sur le comportement du groupe, quel que soit l'initiateur, si c'était bien spécifique à celui à qui on faisait la petite blague. Donc, on revient toujours le même schéma, on a le nombre de suiveurs, on a les 4 tests, on en a fait plein avant, mais là, c'est ceux qu'on compare. Vous avez la majorité, c'est-à-dire est-ce que j'arrive à entraîner une grande partie du groupe. Premier individu contrôle, comme d'habitude, il emmène tout le monde. Deuxième individu contrôle, bon, des fois, il y en a un qui ne va pas, on ne sait pas pourquoi. Individu qui a un statut social très élevé.
Pareil, individu qui a un statut social moins élevé, on n'a pas de différence quand on compare ces individus. Donc, ils sont tous très suivis. Maintenant, on va enlever la nourriture. Pour les individus contrôle, aucun changement. Ils amènent toujours aux carottes. Voilà. Et maintenant, les poneys. Là, vous êtes sur le premier jour de la manip. Donc, c'est l'individu la plus subordonnée. Elle revient à fond. Hein. Mes carottes, elle en a 2. Il lui en reste 2. Elle les mange. Et vous allez voir arriver la suite du groupe. Ah. Ah. Donc, elle continue à suivre l'initiateur. En fait, elle n'a pas d'autre solution, elle n'a pas d'info. Donc, tout le monde s'y met. Ah ben toujours pas. Alors même l'initiatrice, elle revient. Je me dis, mais c'est pas possible. Allez, elle revient au même endroit. Bon. On revient à la permanence de l'objet de minima. Voilà. Et là, le truc, c'est qu'elle elle s'est fait poursuivre. En fait, ils n'ont pas lâché, quoi, toute l'après-midi. Mais c'est pas possible. Donc voilà. Bon, après, elles ont abandonné. Donc voilà. Ça perturbe un peu tout son monde, tout ça. Zut, j'ai vraiment un problème quand je passer à la diapo d'après. Hop. Donc, on a la nourriture. Alors, ici, on est sur l'individu qui a le statut social le plus élevé. Et bien, vous voyez, donc, entre les deux pointillés, c'est au moment où on enlève la nourriture. Ce jour-là, tout le monde suit, puisque personne ne sait qu'il n'y a pas une nourriture. Et donc, le coup d'après, ben, elle a un peu moins de suiveurs. Le coup d'après, elle leur fait toujours le coup de « je vous emmène à nouvelles informations ». Bah non, c'est bon, il y a toujours 4 suiveurs. Puis bon, au bout d'un moment, quand même, non, ça va quoi. Et regardez ce qui se passe pour celle qui est la plus subordonnée et la moins centrale. Alors elle, c'est une fois, quoi. Tu me donnes un truc, une fois, c'est foutu. Je ne te fais plus jamais confiance. Et donc, je vous épargne la modélisation. Derrière, on a fait une modélisation et on s'est dit, est-ce qu'on peut, cette différence de confiance, est-ce qu'on peut la modéliser avec un seuil de tolérance? Et c'est ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le seuil de tolérance à l'erreur, à la mauvaise information, il est de 0,5 pour notre femelle périphérique, c'est-à-dire qu'en gros, au bout d'une fois, ça tombe à 0,5. Et pour l'autre, c'est 0,8. Donc, il y a de la résistance à l'extinction. Donc, voilà. Alors, ce qui est très dommage, c'est que nous, on aimerait bien refaire ça sur d'autres groupes, etc. Mais en gros, on a fini cette manip et il y avait 2 ponettes qui étaient vendues. Donc, on a fini, on a fait les week-ends, on a tout fait, etc. Mais bon, voilà. Mais bon, on trouve que c'est déjà très joli. Bon. Mais on a voulu aller encore plus loin et j'en arrive au charisme. Donc, on a une confiance qui est placée en individu. Ok, ça dépend de l'identité. Mais est-ce que finalement, cette confiance, c'est juste une question de statut social. Parce que là, on est hyper limité. On sait qu'on a pris la dominance, la centralité. Il n'y a pas autre chose. Et on s'est dit, bon, on ne trouvait rien chez les animaux. On s'est dit, on va aller dans la littérature humaine, puisque quand on parle de leadership, on est beaucoup chez l'humain. Et là, on parle de charisme chez l'humain. Et donc, quand vous avez des études chez l'humain, qu'est-ce qu'on étudie, finalement, quand un individu parle? Vous faites les tests qu'ils font en psycho évolutionniste, c'est qu'ils prennent 2 personnes, ils leur font lire exactement le même discours, et la seule chose qui change, c'est l'attitude des gens. Celui qui est là, comme ça, et puis celui qui est là, ouais, voilà, c'est super, et qui dit les mêmes choses. Et après, ils font faire un questionnaire, et ils demandent aux gens, et donc celui-là, vous trouvez qu'il a du charisme, pas du charisme, etc., vous trouvez que c'est un bon leader, et celui qui est comme ça, très, très, très dynamique, etc., mais celui-là, il est souvent considéré comme un leader. On s'est dit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur les animaux, puisque les animaux, eux aussi, sont très expressifs. Donc, ce qui est dit dans ce modèle, c'est qu'il y a une valeur, c'est ce que je vous disais dans le questionnaire, que les suiveurs attribuent au leader, c'est une valeur charismatique, c'est combien tu vaux en charisme, et sur quoi se base-t-il? Donc, le comportement, mais aussi le statut social, on sait que ça a une influence. Et il est dit dans ce modèle que l'état émotionnel de l'individu qui va initier un déplacement ou qui va faire un discours, il a quand même un petit lien avec son comportement. Donc, en tout cas, ce qu'on dit, c'est que on a du charisme quand on promeut une attitude positive et dynamique, et ça pourrait être très attractif. Et donc, ce qu'on s'est dit, nous, c'est que finalement, si on utilisait le mot enthousiasme et si on essayait de travailler sur l'enthousiasme du leader, peut-être qu'on arrivera à comprendre si jamais les animaux se basent sur le comportement plus le statut social. Et on se dit, voilà, ça reflète son état interne et du coup, ça va faire qu'il est très, très motivé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris toutes nos manips
tous nos déplacements spontanés et on a dépouillé les données de vidéos, parce qu'on a des vidéos partout, et on a pris les comportements qui venaient, hein, on ne les a pas décidé de les choisir. Hein. Il y avait ces 3 comportements, il y avait des pauses et des regards en arrière, mais en tout, il doit y en avoir 4, donc on s'est dit qu'on n'allait pas les garder. Donc on a ces comportements, la tête haute, une allure qui est plus ou moins élevée, et des secouements de tête que vous avez vus tout à l'heure, que Tac avait quand elle faisait son déplacement. Et on a fait après un mélange de ça, on a fait un score, vous n'avez aucun de ces 3 comportements, ben, vous n'êtes pas du tout enthousiaste. Si vous les combinez, ben vous êtes très enthousiaste. Et après, on a regardé le lien entre ce score et à quel point on arrivait à être suivi. Et qu'est-ce qu'on trouve? Ben, en fait, plus vous êtes enthousiaste, plus on vous suit. Et là, c'est rapidement, plus il y a une latence. Et c'est sans problème, c'est significatif. Donc, apparemment, le succès du leader, il dépend de son enthousiasme. Et derrière, on est allé voir, d'accord, mais qui? Donc, on a regardé la centralité, j'ai beaucoup d'amis, la dominance, je suis dominant ou périphérique, donc c'est les 2 grades, et qui fait le plus d'enthousiasme? Et on se rend compte dans la partie de gauche que c'est la valeur si vous êtes très central à gauche, sur la barre grise, vous ne faites pas trop d'enthousiasme, et si vous êtes moins central, vous faites plus d'enthousiasme. Si vous regardez la dominance, plus vous êtes dominant, moins vous faites d'enthousiasme, vous êtes très subordonné, vous faites de l'enthousiasme. Donc on a un lien entre... Si je suis très dominé et très périphérique, je fais beaucoup d'enthousiasme. Ce n'est pas négligeable. Derrière, qu'est-ce qu'on a d'habitude? Vous regardez les déplacements collectifs. C'est ce que je vous ai montré avant, et on a ça dans la littérature. Plus vous êtes central, plus vous êtes dominant, vous avez un grand succès. Qu'est-ce qu'ils font, les dominés? Ben, plus vous êtes périphérique, plus vous êtes subordonné, plus vous faites d'enthousiasme, plus vous êtes enthousiaste, et vous arrivez à être suivi. Donc, on a 2 hypothèses. Soit il y a une compensation volontaire, je sais que je suis dominé, je sais que je suis subordonné, bah, du coup, je vais mettre le paquet pour être suivi. Pourquoi? Parce que bah, si je pars tout seul, ce n'est pas très sympa, donc il faut vraiment que je sois suivi. Ou alors, c'est de l'apprentissage social. J'ai vu, un jour, j'étais super enthousiaste parce que, je sais pas, j'étais très motivée, et du coup, bah, ça a marché. Ça a marché. Cling. Et donc, du coup, après, les coups d'après, on le fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que finalement, ce n'est pas que le statut social qui joue, c'est le statut social combiné à l'enthousiasme qui fait ce qu'on pourrait appeler le charisme chez le cheval. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est cet enthousiasme du leader. Est-ce que finalement, il va pouvoir passer tout au long du groupe? Donc, on avait 2 hypothèses. Soit vous avez le comportement du leader qui finalement influence tout le monde, et du coup, ben, ça marche. Soit, finalement, c'est le dernier, il prend la somme de tous les différents enthousiasmes des membres du groupe. Ce n'est pas ça qu'on trouve. Ce qu'on trouve, c'est que le leader, il influence le premier, qui devient enthousiaste, qui influence le deuxième, etc., etc. Et ça ne marche pas sur le dernier. Pourquoi? Ben, le dernier, si jamais il n'y va pas, il est tout seul. Hein. Donc moi, je lui conseille d'y aller, et normalement, il y va. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Pourquoi? Ben, parce qu'il suffit que le leader soit enthousiaste, et puis, ben voilà, vous avez le déplacement qui se fait tout seul, et vous avez l'impulsion qui passe comme ça, et ça renforce la cohésion sociale du groupe. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est la suite de nos recherches? Ben donc, du coup, on est là pour la valeur charismatique, on pense que le statut social intervient, que l'enthousiasme aussi, mais on sait que la personnalité a une importance, puisqu'on a... Ah mince, ah ben, je suis désolée, il manque la diapo. En fait, on sait que les individus qui sont très enthousiastes sont des individus qui sont très audacieux et très curieux. Et donc, du coup, il va falloir qu'on mette la personnalité pour pouvoir vraiment dire qu'est-ce qui constitue le charisme de l'individu. Et puis, on va les tester dans d'autres espèces pour montrer si c'est universel, puisque ça existe chez l'humain, ça existe chez le cheval. On espère que ça existe dans les autres espèces. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Odile pour cette présentation qui nous donne une nouvelle perspective sur le fonctionnement social de nos chevaux.